Bienvenue chers invités et bienvenue au Simp Aquarium. Ici, vous allez pouvoir admirer les créatures marines et océaniques les plus dangereuses qui soient. Mais ne vous laissez pas induire en erreur par ce que j'ai dit. Il est fort possible que vous croisiez l'une de ces créatures sous-marines lors d'une banale promenade à la plage. Alors, regardez-les attentivement dès maintenant et vous pourriez bien éviter le pire. Est-ce un poisson ou un vieux caillou? Ce que tu observes est communément appelé le poisson-pierre, ou encore cynancée pour les intimes. Si tu aimes la plongée et l'observation des fonds marins, tu en as peut-être déjà croisé un sans même t'en apercevoir. Son apparence fait qu'il est presque impossible de le distinguer de n'importe quelle autre pierre, en raison de sa coloration grise et de son aspect tacheté. Surtout si tes lunettes de plongée sont un peu embuées. Enfin, tu ferais mieux de faire attention car sinon les conséquences pourraient être fâcheuses, puisque les poissons-pierres sont parmi les plus venimeux qui soient. Bien que certains types de poissons-pierres soient connus pour vivre dans les rivières, la plupart d'entre eux résident dans les récifs coralliens près des tropiques des océans Pacifique et Indien. Les épines de leur nageoire dorsale, en forme d'aiguille, se dressent lorsqu'ils se sentent dérangés ou menacés et injectent le poison qu'elles contiennent. La raison la plus courante des piqûres de poissons-pierres est que les nageurs marchent dessus sans s'en rendre compte. Cependant, il n'est pas nécessaire de se trouver dans l'eau pour se faire piquer. Comme ils peuvent survivre hors de l'eau jusqu'à 24 heures, tu devrais aussi faire attention où tu marches quand tu vas à la plage. Les personnes qui se sont faites piquer par des poissons-pierres décrivent cela comme une expérience extrêmement pénible. Ce venin peut entraîner des infections, et dans certains cas, il est connu pour avoir résulté en un état de choc, voire une paralysie. Cela peut sembler surprenant, mais en dépit de sa mauvaise réputation, le poisson-pierre est tout à fait comestible, s'il est préparé correctement. Lorsque le poisson est cuit, son venin se décompose. Et si ses nageoires dorsales, qui sont la principale source de son venin, sont retirées, le poisson-pierre cru peut aussi être servi en sashimi. Cette créature peut sembler sortie d'un film de science-fiction, mais elle est bien réelle. Dis bonjour à la pieuvre à anneaux bleus. Ne te laisse pas abuser par sa petite taille, qui peut aller de 12 à 20 cm en comptant les tentacules, car ces petites bêtes sont bourrées de venin, capables d'affecter jusqu'à 26 personnes en quelques minutes. Tout comme les poissons-pierres, les pieuvres à anneaux bleus se trouvent dans les océans Pacifique et Indien, du Japon à l'Australie. Elles vivent généralement dans les récifs coralliens et les zones rocheuses du fond des mers. On peut aussi en trouver dans les mares résiduelles, les herbiers marins et les lits d'algues. Les pieuvres à anneaux bleus ne sont pas agressives par nature. Lorsqu'elles ne sont pas en quête de nourriture, comme des crabes et des crevettes, ou à la recherche d'un partenaire, elles se cachent souvent dans les récifs marins, les coquillages ou les crevasses. Ce n'est que si elles sont provoquées, acculées ou saisies à pleine main qu'elles deviennent dangereuses pour l'homme. Lorsqu'elles sont menacées, elles prennent une couleur jaune vif et des anneaux bleus iridescents apparaissent sur tout leur corps, en guise d'avertissement à leurs prédateurs potentiels. Leurs piqûres passent généralement inaperçues. Tu ne pourrais donc pas te rendre compte que tu as été piqué avant qu'il ne soit trop tard. Le venin d'une pieuvre à anneaux bleus peut provoquer des vertiges, ainsi qu'une perte d'essence et des capacités motrices. Et finalement, la paralysie. Alors, vaut mieux garder tes mains pour toi et reculer en vitesse si tu en vois une. Non, ce n'est pas un bouquet de fleurs, alors n'essaie pas de cueillir et de sentir une de ces choses rosâtres en forme de cube. Ce qui se trouve devant tes yeux est un animal marin appelé l'oursin fleur. Il a peut-être l'air magnifique, mais ne te laisse pas tromper par son apparence. Il a été nommé l'oursin le plus dangereux dans le Guinness Book des records en 2014. Les oursins fleurs habitent les zones tropicales du bassin Indo-Pacifique et vivent généralement dans les récifs coralliens, les rochers, le sable et les herbiers marins à des profondeurs de 0 à 90 mètres. Leur caractéristique la plus remarquable est leur pédicellaire, qui sont des organes défensifs en forme de griffes, que l'on trouve aussi chez les étoiles de mer. Ce qui les différencie de tous les autres oursins est le fait que leurs pédicellaires sont, comme leur nom l'indique, en forme de fleurs, et généralement de couleur blanc-rosé à blanc jaunâtre avec un point central violet. Cachés sous ces fleurs, ils disposent également d'épines courtes et émoussées. Bien que de nombreux oursins délivrent leur venin au moyen de ces épines, les oursins fleurs le font au moyen de leurs pédicellaires ou fleurs. Si elles ne sont pas dérangées, les extrémités de ces fleurs présentent généralement une forme élargie en coupe ronde. Leur surface dispose de minuscules capteurs avec lesquels ils peuvent détecter les dangers. Et lorsqu'elles entrent en contact avec de telles menaces, ces fleurs se referment immédiatement et commencent à injecter leur venin. Ce qui est curieux, c'est que les petites griffes de ces fleurs peuvent parfois se détacher de leurs tiges, s'accrocher au point de contact et continuer à injecter du venin pendant des heures à quiconque les a touchées.
On dirait une flaque géante de glace à la framboise fondue, non? Tu aimerais bien, sauf que c'est une méduse à crinière de lion, aussi appelée cyanée capillaire. Elles sont connues pour préférer les eaux froides. C'est pourquoi on les trouve principalement dans les océans Arctique, Atlantique Nord et Pacifique Nord. Mais il est également possible de les apercevoir autour des îles britanniques et dans les eaux scandinaves. La méduse à crinière de lion est l'une des plus grandes espèces connues de méduses. Elles doivent leur nom à leurs longs tentacules, semblables à des cheveux, qui peuvent atteindre une longueur de 3 mètres. Et bien que le diamètre moyen de la cloche d'une méduse à crinière de lion soit d'environ 50 cm, elle peut parfois atteindre un diamètre de plus de 2 mètres. La plus grande méduse à crinière de lion jamais observée a été vue en 1865 au large des côtes du Massachusetts. On a mesuré qu'elle avait des tentacules d'environ 36 mètres de long pour un diamètre de plus de 2 mètres. Pour te donner un ordre de grandeur, elle était plus longue qu'une baleine bleue. Les méduses à crinière de lion chassent en étendant leurs tentacules tout autour, créant ainsi un piège pour attraper leur nourriture. Comme elles disposent d'environ 1200 tentacules urticants, il faudrait un poisson extrêmement chanceux pour espérer leur échapper. La piqûre d'une méduse à crinière de lion ne présente généralement pas un danger mortel, mais il faut tout de même éviter de nager à travers ses tentacules, car cela peut s'avérer très douloureux pour les humains. Et si tu en vois une échouer sur la plage, mieux vaut ne pas la toucher, car elle peut te piquer encore longtemps après avoir été rejetée sur le rivage. Fait amusant, la méduse à crinière de lion apparaît dans l'histoire de Sherlock Holmes, la crinière du lion, en tant que suspecte. Mais ne t'inquiète pas, nous ne donnerons aucun spoiler. Le dernier animal marin que tu observes à présent est un serpent de mer. Et oui, ils sont différents des anguilles. Il existe 69 espèces identifiées de serpents de mer. La plupart d'entre eux se trouvent dans les eaux tropicales et subtropicales des océans Indien et Pacifique. Et ils existent depuis des millions d'années. Pour faciliter les choses, les scientifiques ont séparé toutes les différentes espèces de serpents de mer en 2 catégories. Les vrais serpents de mer et les tricots rayés. Alors que les vrais serpents de mer passent presque tout leur temps en mer, les tricots rayés peuvent aussi ramper sur la terre ferme. Si tu vois un serpent sur la plage, tu peux déterminer s'il s'agit d'un serpent de terre ou de mer en regardant sa queue. S'il ressemble à une pagaie, alors c'est un serpent de mer que tu as là. Mais assure-toi de garder tes distances dans les 2 cas. Tous les serpents de mer doivent faire surface régulièrement pour respirer, car ils n'ont pas de branchies. C'est pourquoi tu pourrais en croiser un pendant que tu nages. Si cela arrive, tu ferais mieux de t'éloigner le plus vite possible, car la plupart des serpents de mer ont davantage de venin que le cobra ou le crotale moyen. Cependant, comme ils n'attaquent que s'ils sont provoqués, les morsures sont assez rares. Un autre fait anodin sur les serpents de mer, ce sont les seuls reptiles à donner naissance dans les océans. La majorité des serpents de mer gardent les œufs en eux et donnent naissance à des petits serpents presque déjà formés tout en nageant. Mais ce n'est pas le cas du tricot rayé à lèvres jaunes. Ils se rendent sur la terre ferme pour pondre leurs œufs. Tu te souviens du poisson-pierre au début de notre visite? Ils sont chassés par les serpents de mer. Et oui, c'est ça la chaîne alimentaire. Oh là là, regarde-moi ça! Il y a une tornade géante qui se dirige droit sur toi. Et elle est si rapide! Ces tornades peuvent se déplacer à des vitesses folles de plus de 400 km/h. De plus, elles peuvent laisser une traînée sur leur passage, atteignant jusqu'à 80 km de long et plus d'1 km de large. Parfois, on les voit clairement arriver, alors que dans d'autres cas, les nuages bas ou la pluie peuvent les dissimuler, de sorte qu'elles se précipitent sur toi sans que tu ne les aperçoives. Et dans la plupart des cas, une tornade peut se former si rapidement que personne ne peut t'en avertir à temps. Et maintenant que cette tempête en furie est vraiment proche, il ne te reste peut-être plus que quelques minutes pour te mettre à l'abri. Tu as une cave? Cours te cacher, à moins que... Je sais que cela semble insensé, mais que dirais-tu d'entrer dans une tornade pour voir à quoi ça ressemble? Certaines tornades ressemblent à des tourbillons en forme de corde, tandis que d'autres sont composées de larges nuages en forme d'entonnoir. Et voici le second type, juste devant toi. Regarde ces vents tourbillonnants, nés d'un orage électrique. Ils descendent peu à peu jusqu'au sol. Souvent, la grêle se joint à la fête. Les États-Unis comptent environ 1000 tornades par an. Et le Texas en détient le record, avec environ 120 tornades annuelles. Un record dont il n'y a pas lieu d'être fier. Mais la plupart des tornades américaines sont observées dans la Tornado Alley, une étendue de terre située dans le Midwest. Ils se forment lorsque de l'air chaud et humide en provenance du Mexique rencontre de l'air frais et sec en provenance du Canada. Ces 2 éléments s'affrontent et se transforment en une puissante tempête qui, à un moment donné, peut engendrer des tornades. La plupart des tornades sont observées entre avril et juin,
Mais depuis quelque temps, on en voit même en décembre. Elles peuvent aller d'une simple tempête de poussière à un phénomène d'une puissance considérable, capable d'emporter des voitures, de grands arbres ou même des maisons. Mais c'est une occasion unique, tu ne t'es jamais trouvé aussi proche. De plus, cette tornade est gigantesque et ce n'est pas souvent que tu aurais l'occasion d'en voir une telle. Bon, tu es prêt ? Elle se rapproche. Tu sens le vent se renforcer tout en te projetant de la terre et des éclats au visage. Tu fermes les yeux et hop, te voilà à l'intérieur. Et c'est la folie. Des vents violents te ballottent en tous sens et te font tournoyer. Ils te soulèvent en même temps. Tu as le vertige ? Tu te sens comme Dorothée dans Le Magicien d'Oz ? C'est peut-être le bon moment pour s'intéresser à ce qui t'arrive vraiment à l'intérieur. Tourbillonnant au gré des vents et oh, attends ! C'est la moto de ton voisin qui tourne en même temps que toi ? Espérons qu'elle reste loin. Prenons maintenant le temps de couvrir les bases. Se retrouver au milieu d'une tornade enragée est une chose à laquelle il est possible de survivre. Mais autant être honnête, ce ne sera pas facile. La première chose que tu ressentiras sera probablement le changement de température. À l'intérieur de cette tornade folle, il peut faire 20 degrés de moins qu'à l'extérieur. C'est parce que le centre de l'entonnoir formé par la tornade tourne en permanence. Cela rend l'intérieur du vortex beaucoup plus froid et rend l'air plus raréfié qu'à l'accoutumée. La densité de l'air y est inférieure de 20% à celle que l'on trouve par exemple en haute altitude. J'espère que tu n'as pas l'intention d'y rester trop longtemps. La pression atmosphérique à l'intérieur de ce tourbillon est si basse que tes poumons ne pourront pas en retirer suffisamment d'oxygène. Pour te donner une idée de la situation, respirer à l'intérieur d'une tornade revient à essayer de prendre de l'air à une altitude de 8000 mètres. C'est un niveau d'alpiniste professionnel, comparable à l'ascension de l'Everest. Alors oui, il faut de l'aide pour pouvoir respirer normalement. Bref, tu vas probablement t'évanouir au bout de quelques minutes. Mais ne t'inquiète pas, on t'a apporté ce masque spécial pour que tu n'aies pas à te soucier de ta respiration. As-tu remarqué à quel point le flux d'air à l'intérieur est régulier ? Certains chasseurs de tempêtes se sont déjà retrouvés à l'intérieur de tornades. Plus tard, ils ont fait une description chaotique de tous ces nuages déchaînés et de ces vents tourbillonnants. Mais de l'intérieur, l'air était étonnamment doux. Ce qui ne veut pas dire que c'est une partie de plaisir qui t'attend. Et tu n'es clairement pas tout seul à l'intérieur de cette tornade. La moto du voisin n'est pas la seule chose que tu y verras. Du bois, des briques, du verre, peut-être même des voitures, des vaches, des mobil-homes, des briques, des toitures et d'autres gros objets. Tu auras de la chance si rien ne te tombe dessus dans ce chaos sans nom. Avec tous ces débris qui tourbillonnent à 500 à l'heure, il te sera difficile d'esquiver quoi que ce soit. Mais admettons qu'un miracle se produise et que tu sois épargné. Tu commences à avoir la tête qui tourne. Tu te demandes quand tout cela va se terminer et si tu seras capable de t'extirper de cette incroyable tornade. Elle finira bien par ralentir. Cela se produit parce que de l'air frais pénètre dans la tornade. Mais ce n'est pas parce que les choses se calment que tu peux te détendre pour autant. Enfin, ton estomac, lui, le peut, puisque le tournoiement s'est arrêté. Mais la tornade te laissera tomber de n'importe quelle hauteur quand elle cessera. Si tu te trouves à la campagne, il se trouvera peut-être une botte de foin pour amortir ta chute. Oh, attends, nous parlons d'une tornade qui fait probablement plus de 14 000 mètres de haut, alors ça ne te servira à rien. Espérons que tu as apporté ton parachute, parce que ce serait le moment idéal pour le déployer, tu ne trouves pas ? Ne t'inquiète pas, on aime les fins heureuses par ici. Alors voici un petit coup de pouce. Et voilà. À présent, tu redescends lentement en profitant de la vue. Si tant est que tu remarques quoi que ce soit aux alentours avec tout ce tournis. Comment se fait-il qu'il y ait un ciel clair et ensoleillé sur ta gauche, te demandes-tu ? Ça n'a rien d'inhabituel. Les tornades se forment souvent à la périphérie d'un orage. C'est comme une frontière entre deux mondes différents. Il n'y avait même pas de vent et l'air était très calme avant que la tornade ne frappe, n'est-ce pas ? Ça aussi, c'est également très répandu. Bon, je pense que tu sais tout de même que ce genre de scénario est impossible dans la réalité. Il est donc préférable de trouver rapidement un endroit sûr lorsqu'une tornade est en approche. Utilise plutôt un abri souterrain et si tu n'en as pas à disposition, n'importe quel sous-sol pourra faire l'affaire. Prépare à l'avance une télévision sur batterie ou une radio à pile, ainsi que des batteries de rechange. Ou un appareil avec Internet pour pouvoir recueillir les dernières informations sur la tornade. Prévois également de la nourriture non périssable, de l'eau et d'autres produits de première nécessité. Il s'avère que certaines personnes ont vraiment été emportées par des tornades et qu'elles ont réussi à s'en sortir. La tornade les a en fait déposées à quelques centaines de mètres de là, sans la moindre égratignure. C'est quand même se donner beaucoup de mal pour économiser l'argent du taxi. Mais on ne peut évidemment pas garantir une arrivée à bon port.
il serait incroyablement difficile de se sortir de tels cataclysmes, comme les orages supercellulaires par exemple. Ceux-ci appartiennent à la catégorie des tempêtes les plus violentes, à savoir les orages électriques. Et imagine que tu te retrouves dans une trombe d'eau. Elles peuvent sembler agréables, du moins au début, parce qu'elles ne sont pas très puissantes et qu'elles se forment au-dessus des eaux chaudes. Elles pourraient parfaitement s'intégrer dans ta thalasso, enfin, jusqu'à ce qu'elles se déplacent vers l'intérieur des terres et se transforment en véritables tornades. Les tourbillons de poussière sont encore moins agréables. Ils ne sont pas très grands, mais il s'agit de colonnes d'air qui tournoient à très grande vitesse. Et on peut facilement les voir à cause de toute la terre et de toute la poussière qu'ils accumulent. Il faut toutefois des lunettes de protection pour les affronter. Oups, je crois que bien que je les ai oubliés, je ne vais pas pouvoir t'aider cette fois-ci. Mais si cela peut te rassurer, les tourbillons de poussière ne sont pas associés aux orages. En y pensant, je ne vois pas trop non plus ce que ça peut avoir de rassurant. Mais si tu es prêt à sauter dans un tourbillon de feu, on peut te trouver une combinaison spéciale qui te protégera pendant que tu seras brinque-ballé dans les flammes, la fumée et les gaz. Ces colonnes sont étroites et s'élèvent verticalement dans les airs, tout comme les tourbillons de poussière. Bien entendu, la chaleur est insupportable, et comme les courants ascendants se renforcent et qu'il s'y trouve suffisamment de combustible, un tourbillon de feu se transforme en une véritable tornade de flammes, qui s'étend du sol jusqu'aux nuages et se déplace à une vitesse incroyable. D'accord, on va en rester là, je commence à avoir la tête qui tourne. Imagine que tu traînes quelque part dans les forêts d'Australie. Tu as soif, alors tu vas au ruisseau le plus proche. Soudain, tu sens que tu as le nez qui coule. C'est étrange, car tu es en parfaite santé. Tu t'arrêtes et tu attends. Quelques secondes plus tard, ton nez te démange. Quelques minutes plus tard, tes yeux pleurent. Ta gorge devient incontrôlable, tu ne peux pas respirer librement et tu éternues constamment. C'est comme si tu respirais de l'air empoisonné. Mais qu'est-ce qui l'empoisonne ? Les plus petites particules de la plante la plus dangereuse au monde volent autour de toi. Elle s'appelle Gympie Gympie. Elle est là. Elle a l'air normale. Un petit buisson avec des tiges et des feuilles vertes. Plus tu t'approches, plus tu te sens mal. Tu as besoin de plus d'air. Ta peau devient rouge. Ça te fait physiquement mal d'être ici. Tu sens que tu pourrais perdre conscience si tu restais ici un peu plus longtemps. Tu sais ce qui va se passer si tu touches cette plante ? Eh bien, tu auras l'impression que des aiguilles chauffées à blanc pénètrent ta peau. Et même si tu t'enfuis aussi loin que possible d'ici tout de suite, la douleur ne diminuera pas. Les effets de la piqûre dureront plusieurs heures. Les jours passent et la douleur demeure. Des semaines et des mois passeront, mais tu la sentiras toujours. Tu peux laver la zone affectée à l'eau froide et au savon, mais ça ne t'aidera pas beaucoup. Il se peut que la douleur ne disparaisse pas avant plusieurs années, et tous ces minuscules poils végétaux qui ont pénétré ta peau peuvent rester en toi pour toujours. La toxicité du Gympie Gympie est si élevée que même si tu arraches une feuille et que tu la touches un an après, elle provoquera des lésions sur ton corps. La mauvaise nouvelle, c'est que cette plante est difficile à repérer. Tu peux facilement la confondre avec la bardane ou l'ortie. Imagine seulement ce qui se passerait si quelqu'un tombait dans un buisson. Son signe distinctif est une fine couche de peluche sur chaque feuille. Mais attention, cette peluche est constituée de milliers de poils toxiques. Ils volent également autour de la plante. Il est donc dangereux d'être ici sans masque à gaz. Un simple masque médical ordinaire ne sera d'aucune utilité car les poils peuvent traverser le tissu. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup dans le monde et que les gens mettent généralement des panneaux d'avertissement à proximité. Cette mauvaise herbe pousse en Australie. Des chercheurs d'or ont découvert cette plante en 1860 près de la ville de Gympie. Et quelque chose me dit que ce n'était pas la plus heureuse des découvertes. Même de nos jours, le Gympie Gympie représente un sérieux danger pour les bûcherons et les touristes. Tu peux accidentellement le toucher avec ta main. Un seul contact suffit à te faire perdre ta capacité de travail pendant plusieurs semaines. Dans certains cas, la zone touchée continue de faire mal pendant des décennies. Un homme est tombé dessus et a perdu la raison à cause de la douleur. Les gens comparent une piqûre de Gympie Gympie à la piqûre de 30 guêpes en même temps. Et tu ne sauras pas comment t'en débarrasser. Après avoir touché cette plante, un homme a ressenti pendant 2 ans une sensation désagréable à chaque fois qu'il prenait une douche. Si tu veux l'étudier, tu dois porter une combinaison de protection et un masque à gaz. Il ne doit y avoir aucune zone découverte sur ton corps. Rentre tes jambes de pantalon dans tes bottes, mets des gants de protection et avance dans la forêt. Elle pousse en lisière, près des cours d'eau. Le Gympie Gympie est l'une des 6 espèces d'arbres venimeux originaires d'Australie. Ils aiment le soleil et la végétation qui les entoure.
Chaque poil de la surface de la feuille est empoisonné. Lorsqu'il entre en contact avec une surface quelconque, il s'ouvre et pulvérise une toxine brûlante. Ensuite, la douleur augmente et la peau devient rouge. La durée de l'effet dépend du nombre de poils qui pénètrent dans ton corps. Après quelques années, tu peux appuyer sur la zone de la piqûre et sentir que les poils sont toujours là. Il n'y a pas d'antidote, car les scientifiques ne connaissent toujours pas les composants du poison toxique. Tout ce qu'ils savent, c'est que l'effet du poison dure très longtemps, plusieurs années. Il peut résister à des températures froides et chaudes. L'eau ne fait que renforcer son effet. Les échantillons botaniques de cette plante dans les laboratoires sont toujours dangereux bien que les scientifiques les conservent depuis plusieurs années. Après avoir croisé le Gimpy Gimpy, n'oublie pas de te désinfecter. Enlève soigneusement tes vêtements, tes chaussures, ton masque et tes lunettes. Mets la combinaison de protection dans la machine à laver et lave bien tout le reste. De minuscules poils peuvent se trouver dans ton pantalon ou dans les manches de ta veste, alors fais attention. Cette toxicité fait de Gimpy Gimpy la plante la plus protégée au monde. Mais attends, c'est quoi ça? Tu vois ces petits trous sur ses feuilles? On dirait que quelqu'un est en train de la manger. Ce sont les espèces habituelles de scarabées nocturnes. Ils peuvent dévorer le Gimpy Gimpy toute la journée car les poils toxiques ne peuvent pas leur faire de mal. Ces insectes s'en moquent. Le Gimpy Gimpy est le déjeuner idéal parce que personne ne peut déranger ces scarabées lorsqu'ils sont assis sur cette plante. Et oui, tous les animaux qui vivent à proximité savent qu'il ne vaut mieux pas s'en approcher. Mais il y a un mammifère qui n'a pas peur du Gimpy Gimpy. C'est un pas de melon à pattes rouges. Il ressemble à un petit kangourou et adore manger les feuilles de Gimpy Gimpy. Les scientifiques ne savent toujours pas ce qui protège exactement cet animal des poils toxiques. Aujourd'hui, nous connaissons presque tous les endroits où cette plante pousse. Les gens les marquent avec des panneaux. Si tu en vois un, n'y va surtout pas. Le Gimpy Gimpy est une plante terrible, mais que dirais-tu d'une plante qui peut prendre le contrôle du monde entier et détruire toutes les récoltes? Elle n'a pas besoin de conditions favorables pour se développer. Elle peut survivre sous la pluie, dans des endroits arides sous le soleil brûlant, ou à des températures basses et élevées. On l'appelle la berce du Caucase. Si la graine de cette plante se retrouve dans un potager ou un champ de blé, elle délogera tous ses concurrents en quelques semaines. Le vent peut souffler sur les graines de la berce du Caucase et les propager vers les territoires les plus proches. Cette plante peut détériorer les écosystèmes du monde entier. Elle pousse plus vite que ce que les gens parviennent à la détruire. Si tu vaporises du poison sur les feuilles, elle ne s'en soucie même pas. Si tu laisses des coléoptères parasites entrer dans le territoire de la berce du Caucase, elle ne s'en soucie pas non plus. Elle se multiplie très rapidement et vit plus longtemps que de nombreuses plantes. Elle peut atteindre la hauteur d'une maison à un étage et s'enfoncer profondément dans le sol avec ses racines. Il est aussi dangereux de la toucher avec les mains. Cela peut provoquer des rougeurs sur la peau et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas agréable. C'est pourquoi il est si difficile de lutter contre elle. Elle détruit toutes les plantes, les buissons et les fleurs à proximité. Les scientifiques n'arrivent toujours pas à créer un poison efficace pour combattre ce monstre vert. Aucun coléoptère ne s'en nourrit. C'est pourquoi la berce du Caucase est l'une des plantes les plus dangereuses au monde. Elle n'a tout simplement pas d'ennemis dans la nature. Mais les scientifiques sont sûrs que l'évolution créera des créatures capables de la détruire. Il peut s'agir de petites bestioles ou de bactéries parasites. Mais avant que cela ne se produise, les humains doivent combattre cette bête eux-mêmes. Ils dépensent des millions de dollars pour essayer de la détruire, mais ça ne marche pas toujours. On peut brûler un champ, mais s'il reste une graine, elle poussera rapidement sur le sol brûlé. Nous venons de parler de certaines des plantes les plus dangereuses du monde, mais qu'en est-il des arbres? Un mancenillier pousse en Floride. Son tronc sécrète un jus toxique qui est dangereux pour la peau. Mais cela devient bien pire pendant qu'il pleut. Quand l'eau tombe sur l'écorce, elle se mélange au poison. Ensuite, ces gouttes empoisonnées peuvent être expulsées de l'arbre et se retrouver sur ta peau. Les feuilles et les fruits contiennent aussi cette toxine. Donc, ne te cache jamais sous cet arbre par mauvais temps. Les champignons, les arbustes et les fleurs ne poussent pas non plus près de cet arbre. Les animaux ne s'en approchent jamais. Les oiseaux ne s'assoient jamais sur ces branches. Le mancenillier résiste à l'eau et aux températures élevées. N'essaie jamais de le brûler. La fumée qui se dégage lors de la combustion est toxique et dangereuse pour les yeux. Les habitants de la région marquent cet arbre avec des cercles rouges. À ton avis, qui gagnerait entre un grizzly affamé et une baie mûre? Un tigre en colère et une jolie fleur? Un énorme python et un buisson verdoyant? La réponse n'est pas si évidente.
Tu vas maintenant découvrir qui sont les vrais patrons de la jungle et des forêts. Rencontre les plantes les plus dangereuses de la Terre. Voici la ciguë aquatique. Elle pousse en Europe et en Amérique du Nord dans les zones marécageuses des champs et des prairies. Tu peux aussi trouver cette plante sur les rives des cours d'eau. Elle semble inoffensive, mais c'est l'une des plantes les plus toxiques qui soit. Les toxines de la ciguë aquatique peuvent causer des dommages importants à un adulte en moins de 15 minutes, mais seulement si tu l'avales. De nombreuses personnes la confondent par erreur avec l'artichaut, le céleri et l'anis. Mais malgré son dangereux poison, la ciguë est aussi utilisée pour soigner les migraines et les troubles intestinaux. Cette plante a causé beaucoup de problèmes pour le bétail. La gératine élevée pousse dans les champs et les pâturages. Lorsqu'une vache la croque, la plante libère une toxine liposoluble. Ce poison pénètre non seulement à l'intérieur de l'animal, mais aussi dans le lait. Les jeunes veaux qui boivent le lait sont également atteints. Et ce lait empoisonné est aussi dangereux pour l'être humain. Le problème est que cette plante, originaire d'Amérique du Nord, est l'une des fleurs d'automne qui subsistent le plus longtemps. Aujourd'hui, dans les fermes modernes, le poison de cette plante n'est plus si dangereux. Mais sur les petits pâturages isolés, la gératine demeure le danger numéro 1. Nous connaissons 2 sortes de haricots. Ceux que nous mangeons et ceux que Jack utilise pour se rendre au pays des géants. En plus de cela, il en existe également des toxiques. Ce sont les graines du ricin commun. Elles contiennent l'une des toxines les plus dangereuses au monde, la ricine. Dès qu'elle pénètre dans ton corps, elle bloque la production des protéines nécessaires à la vie. Et sans ces protéines, tes cellules cessent de fonctionner. Plus les cellules se détruisent, plus ton corps souffre. La graine de ricin libère cette ricine lorsqu'elle est pressée. Plusieurs fèves peuvent suffire à provoquer une déshydratation, un affaiblissement, des hallucinations, des convulsions et d'autres problèmes. Il suffit d'environ 7 graines pour causer des dommages critiques. Alors souviens-toi de leur apparence et ne les touche jamais si tu en vois dans les bois. L'une des plus belles plantes de la planète est aussi l'une des plus dangereuses. Il s'agit du laurier rose. Tout est toxique dans cette plante. La tige, la racine et la fleur rose. Même un tout petit morceau de cette plante peut conduire à un empoisonnement grave. Il n'est pas nécessaire qu'elle pénètre dans ton estomac pour créer de graves problèmes d'ailleurs. Il suffit d'un petit contact avec le jus de la fleur pour provoquer des allergies. Et n'essaie pas de la brûler, car la fumée du laurier rose a aussi des effets toxiques. Et maintenant, la plante la plus dangereuse du monde. Un seul contact avec elle te fera souffrir pendant plusieurs années, ou tu pourrais même en ressentir les conséquences toute ta vie. Le Dendrocnide moroides, également surnommé Gimpy Gimpy, ressemble à un buisson de bardane ordinaire, et pas du tout à quelque chose de toxique. Mais si tu te tiens à côté de cette plante, tu auras l'impression de suffoquer et d'avoir les yeux qui pleurent. Des milliers de minuscules poils vénéneux se trouvent sur les feuilles de cette plante. Ils sont si légers qu'ils peuvent rester suspendus dans l'air et se propager par le vent. Tu dois donc mettre un masque à gaz si tu veux regarder cette plante de près. Mais si tu touches ne serait-ce que légèrement le Gimpy Gimpy, tu auras de gros problèmes. Certains comparent une piqûre de Gimpy Gimpy à 30 piqûres de guêpe simultanées. Ces poils vénéneux pénètrent facilement sous la peau et provoquent des irritations et des douleurs. Le problème, c'est que tu ne peux pas les arracher. Lave-toi à l'eau et au savon, utilise une pommade désinfectante et tu verras que la situation ne fait qu'empirer. Les poils ne peuvent tout simplement pas être retirés, ils restent là, à libérer des toxines qui te rendent fou. Il n'existe pas d'antidote, car les chercheurs ne savent toujours pas quels sont les composants de cette toxine. Elle peut résister à des températures variées, et la sensation désagréable qu'elle provoque peut durer plusieurs heures, des jours, voire même des mois. Les personnes qui ont touché cette plante affirment que la douleur de la piqûre revient même après quelques années. Mais s'il est impossible de se débarrasser des poils, alors la seule solution est d'attendre qu'ils perdent leur toxicité. Sauf qu'il y a un autre problème. Tu peux arracher une feuille de Gimpy Gimpy avec des gants et la mettre en laboratoire. Tu la fais sécher et tu l'oublies pendant quelques années. Et voilà que se trouve devant toi une feuille flétrie et pratiquement détruite. Elle semble inoffensive à présent, mais détrompe-toi. Même après de nombreuses années, les poils restent à la surface de la feuille et conservent leurs propriétés toxiques. Le Gimpy Gimpy ne pousse qu'en Australie et en Indonésie. Il aime le soleil et les forêts vertes et denses. Autrefois, il représentait un grave danger pour les bûcherons et les touristes. Mais maintenant, tous les endroits où se trouve cette plante sont marqués d'un panneau d'avertissement.
Et lors d'expositions botaniques, les scientifiques mettent cette plante sous verre pour que les gens ne la touchent pas. Les haricots paternosters ressemblent à des graines blanches avec un œil noir, ou à des graines noires ornées d'un œil blanc. Tu peux trouver ces plantes en Afrique, en Asie, en Australie et sur les côtés de l'océan Pacifique. Certaines espèces ont d'ailleurs été amenées en Floride et à Hawaï par l'homme. Et cette plante se trouve même dans les rues de certaines villes. Les haricots paternosters sont employés dans la création de bijoux et de certains jouets. Les gens qui portent de tels bracelets ne sont probablement pas au courant de la toxicité de ces graines. Ce haricot, de même que les graines de ricin, contribue à la destruction des cellules. Il est intéressant de noter que les haricots paternosters sont utilisés non seulement comme décoration, mais aussi pour traiter certains problèmes de santé. Voici la seule plante toxique de la liste qui a vraiment l'air toxique. Et tu n'auras probablement aucune envie de la ramasser si tu la croises sur ton chemin. Regarde donc cette tige rouge qui ressemble à une artère ou un système nerveux hypertrophié. Et ses baies semblables à des yeux. Lactaea pachypoda a l'air bien intimidante. Sa structure interne est aussi dangereuse que son apparence le suggère. L'acné contient une toxine très dangereuse. Et plus elle pousse longtemps, plus sa composition devient toxique. Les composés chimiques de l'acné ont un effet sédatif sur les muscles et sur le cœur. Cela signifie que ton corps se détend tellement qu'il cesse de fonctionner. Tu as probablement vu cette plante dans la réalité ou dans des documentaires. Les dionnées attrape-mouches figurent parmi les rares représentants des plantes carnivores. Heureusement, elles ne sont pas aussi dangereuses pour l'homme que pour les insectes. Mais dans tous les cas, tu ne devrais pas mettre ton doigt dedans. Voici comment elle fonctionne. La plante ouvre la bouche. En son centre se trouve un pétale rouge à l'odeur parfumée. C'est un leurre. Une mouche ou un autre insecte le remarque et décide d'y goûter. Il grimpe à l'intérieur de la fleur. Mais la dionée ne se referme pas immédiatement. De minuscules poils sensibles à l'intérieur de la plante comptent les mouvements de la mouche. Si elle fait plus de 2 mouvements dans les 20 secondes, la plante referme sa gueule en un instant. Cet intervalle empêche la dionée de se refermer inutilement lorsqu'un déchet s'y dépose. La mouche se retrouve alors piégée. Les poils des mâchoires de la plante fonctionnent comme une cage, et la proie ne peut pas s'en échapper. La dionée injecte alors un suc digestif dans sa bouche qui désintègre la mouche. 5 à 12 jours plus tard, la plante s'ouvre à nouveau et attend son prochain déjeuner. La dionée peut se nourrir de mouches, de scarabées, d'araignées et même de petites grenouilles. La berce du Caucase cause les dégâts les plus importants de toutes les plantes. Elle est dangereuse, non pas pour l'individu, mais pour des forêts et des champs entiers. La berce du Caucase est une plante envahissante. Tout comme un parasite, elle se multiplie rapidement et détruit toutes les autres fleurs de la zone. Et les insectes ne se nourrissent pas de cette plante. Il est également compliqué pour les gens de la détruire, car la berce du Caucase provoque une réaction allergique cutanée. Elle pousse rapidement, elle est immunisée contre de nombreux poisons, et elle vit longtemps. La berce du Caucase peut atteindre la hauteur d'une maison d'un étage et être profondément enracinée dans le sol. Elle libère ses graines et une légère brise les propage sur des kilomètres. Les chercheurs n'arrivent toujours pas à créer un moyen efficace de la combattre, et il n'existe rien qui puisse vaincre la berce du Caucase dans la nature. Du moins pour le moment. Tu vérifies sous le canapé. Non. Tu ouvres l'armoire, pas là. Tu t'allonges sur le sol et tu jettes un coup d'œil sous ton lit. Non plus. Pas de chaton ici, juste des boules de poussière. Alors, où est ton petit chat ? Oh non, cette canaille se serait-elle faufilée par la porte de derrière ? Une vague de panique te submerge et tu sors de la maison en courant. Ton jardin, autrefois vert et fleuri, est désormais recouvert d'une épaisse couche d'asphalte dur comme de la pierre. Plusieurs grandes fausses plantes en pot rendent ce terne paysage un peu plus joyeux. Bref, où est ce chaton ? Voilà, comme tu le craignais, il a repéré quelque chose par terre et il joue maintenant avec. Tu te rapproches. Incroyable ! Une petite pousse verte a traversé l'asphalte. Mais cela signifie que ton chat est en grand danger. Car de nos jours, les plantes sont plus dangereuses que les ours, les crocodiles ou même les requins. Jusqu'à un passé récent, la plupart des gens ne connaissaient pratiquement rien aux plantes carnivores. Mais si tu avais demandé à un expert, il t'aurait plongé avec enthousiasme dans une mer d'informations. Les plantes carnivores mangeaient de minuscules créatures, surtout des insectes, des grenouilles, plus rarement une souris ou un rat. En tout cas, jusqu'à récemment, mais doucement, n'allons pas trop vite. À l'époque où tout allait bien, il y avait environ 700 sortes de plantes carnivores sur la planète.
Elles poussaient partout dans le monde, sauf en Antarctique. Personne n'aime l'Antarctique, sauf les manchots. Même avant la catastrophe, les gens continuaient à découvrir de nouvelles espèces de plantes carnivores. Certaines d'entre elles étaient en train de devenir carnivores. Celles-ci avaient leurs feuilles enduites de cire. Un insecte se posait dessus et glissait directement dans le réservoir rempli d'eau de la plante. Les plantes carnivores ne piégeaient pas seulement les insectes pour les manger. Certaines créatures volantes étaient nécessaires pour répandre le pollen des plantes. C'est une des raisons pour lesquelles les plantes carnivores avaient, et ont toujours, des fleurs aux couleurs vives. Ces fleurs se trouvaient haut au-dessus des feuilles traîtresses, aussi loin que possible des pièges. De cette façon, les pollinisateurs ne se faisaient pas manger avant d'avoir aidé la plante à se reproduire. Les bonnes vieilles plantes obtenaient la plupart de leur nourriture en se chauffant au soleil. Mais ce n'était pas suffisant, elles avaient aussi besoin de nutriments qu'elles absorbaient avec leurs racines. Cependant, les plantes carnivores vivaient dans des régions où le sol était pauvre en nutriments. C'est pour cela qu'elles ont commencé à attraper des proies. Une alimentation aussi riche en protéines les aidait à survivre et à grandir plus vite. Certaines plantes carnivores n'avaient même pas d'enzymes digestives spéciales. Elles s'associaient avec de bonnes bactéries. Et pendant que ces bactéries s'occupaient des proies, la plante elle-même se concentrait à renforcer son piège. Nous ne savions pas à l'époque que, bientôt, la vie allait changer au point d'être méconnaissable. Et que nous aurions besoin de toutes les informations disponibles sur la flore de notre planète. Parce que lorsqu'une expérience scientifique est devenue incontrôlable, toutes les plantes de la Terre, et on dit bien toutes, sont devenues carnivores. L'événement a même reçu le nom de grand désastre carnivore. Lentement mais sûrement, l'herbe, les arbres et les buissons ont commencé à se transformer. Ils n'ont pas tous grandi, mais certains l'ont fait. De plus, chaque espèce de plante a choisi sa propre façon d'attraper sa proie. Tu t'approches prudemment de l'endroit où ton chat continue de jouer avec une pousse d'arbre à l'aspect innocent. Même si tu sais que la plante est encore faible et qu'elle ne risque pas de blesser ton animal, sa simple vue te fait frissonner. Tu dois trouver de quelle sorte de plante il s'agit. Les carnivores verts utilisent un tas de méthodes différentes pour attraper leur proie. Il y a les pièges en forme de fosse et les pièges à clapet, les pièges gluants, les pièges tue-mouches et bien d'autres. La plante que tu es en train d'observer utilise des tentacules collants pour obtenir sa nourriture. Si ces tentacules étaient immobiles, la lumière du soleil scintillerait dessus, attirant ainsi les insectes. Mais cette plante possède des tentacules mobiles, et en ce moment, tu les regardes s'enrouler autour de la queue de ton chat. Tu enfiles le gant que tu gardes toujours dans ta poche arrière. Au grand mot, les grands remèdes. Ensuite, tu écartes le tentacule, déjà étonnamment robuste avec douceur et précaution. La plante ne semble pas être toxique, mais quand même. Tu es soulagé que ce ne soit pas un piège à clapper. Il tient son nom de l'emblématique plante carnivore qu'est la Dionée attrape-mouche. Ses feuilles sont divisées en deux. Aux extrémités, elles sont dotées de pointes qui scellent le piège. Une fois qu'un insecte ou de nos jours un animal se faufile entre les feuilles dentelées, ces dernières se referment. Tout le processus prend moins d'une seconde. C'est la plus traîtresse des plantes carnivores. Elle a des feuilles recouvertes de poils courts et raides. On les appelle poils sensibles ou poils déclencheurs. Si quelque chose ou quelqu'un les touche, le piège entre en action. La plante produit des sucs digestifs, semblables à ceux de ton estomac. En 5 à 12 jours, il ne reste plus rien de la proie. Le piège se rouvre et les rares restes sont emportés par la pluie. De nos jours, les gens ne peuvent plus se sentir en sécurité, même sous l'eau. Désormais, toutes les algues et tous les brins d'herbe sont impatients de te croquer le doigt. La vie a changé de façon spectaculaire à bien des égards. La construction de nouvelles routes et autoroutes qui étaient censées passer par des forêts nécessite beaucoup plus de préparation, de mesures de sécurité et d'outils avancés. D'un autre côté, la planète a plus d'oxygène que jamais. Les gens ont commencé à adapter leur mode de vie à cette nouvelle réalité. On ne fait plus de jogging dans le parc, plus de vélo, ni de natation en eau libre ou d'autres activités de plein air. Les salles de sport, les piscines et les restaurants à emporter sont devenus très populaires. Le grand désastre carnivore a transformé le régime alimentaire des humains. Faire pousser de bons vieux légumes n'est pas chose aisée de nos jours. Les pommes de terre, les carottes, les brocolis, etc. sont devenus des mets rares. Les gens ne marchent plus. Tu ne sais jamais quel arbre ou quel buisson pourrait t'attaquer en chemin. C'est pourquoi la demande en voiture ne cesse d'augmenter. Tous les fleuristes ont fait faillite. Les jolis arrangements floraux avaient la mauvaise habitude de manger les clients. Les mariages ont beaucoup changé aussi. La simple coutume de jeter le bouquet de la mariée aux demoiselles d'honneur a été interdite et est assimilée à une tentative de meurtre. Attrape ça! Malheureusement, de nombreux animaux ont disparu, surtout les plus lents. Les animaux qui ont survécu au désastre sont soit en train d'évoluer pour vivre aux côtés des plantes carnivores, soit en train de fuir vers des zones plus sûres. Beaucoup d'animaux qui vivaient autrefois dans la nature se rapprochent maintenant des villes. Par ailleurs, les endroits les plus sûrs et les plus populaires pour s'installer de nos jours sont les déserts. Malgré le manque d'eau et de supermarchés, de plus en plus de gens y construisent des maisons et s'y installent.
Et les gens qui choisissent de vivre dans le désert n'hésitent pas à passer devant un cactus en allant à leur voiture. Même si certains de ces cactus ont appris à détecter leur proie et à leur tirer dessus avec leur piquant. On ne sait toujours pas comment ils parviennent ensuite à atteindre leur proie. Ils ne peuvent tout de même pas ramper ici. Il y a encore des plantes carnivores d'origine ici, mais elles ont évolué pour devenir beaucoup plus grandes et fortes. En tout cas, les gens continuent d'apprendre à vivre dans ce nouveau monde de plantes carnivores. Bon sang, qu'est-ce qu'on donnerait pas pour un très bon herbicide ? Crois-le ou non, certains animaux ont des super pouvoirs. De la langue collante au changement de couleur, tu es sur le point de découvrir 13 animaux étonnants avec des capacités très spéciales. Si tu as beaucoup de fourmis ou de termites chez toi, tu serais heureux d'avoir cet animal pour compagnon. Le fourmilier géant porte bien son nom. Il mesure 2 mètres de long, du museau à la queue. S'il se tenait debout sur ses pattes arrière, il serait plus grand que la plupart des gens. Heureusement, il ne mange que des insectes. Avec un régime composé de fourmis et de termites, il engloutit près de 35 000 de ces petites bestioles en une seule journée. Pour capturer son repas, le fourmilier est équipé d'une longue langue étroite d'environ 60 cm, faite de petites épines pointant vers l'arrière et recouverte de salive collante. Lorsqu'il tombe sur une fourmilière, le fourmilier utilise ses griffes massives pour creuser dans la terre. Tandis que les fourmis s'enfuient en panique, il tire la langue jusqu'à 150 fois par minute et les fourmis se collent à elle. Miam! Le fourmilier géant n'a pas de dents pour mordre et mâcher. Il fait partie d'un groupe d'animaux connus sous le nom d'édentés, ce qui signifie sans dents. À la place, le fourmilier géant broie sa nourriture contre son palais. Une langue comme celle-là serait pratique pour manger du pop-corn au cinéma. Un autre animal doté d'une langue étonnante est la tortue alligator. Sa langue n'est pas longue et collante. Au lieu de cela, elle a une petite excroissance remplie de sang qui ressemble à un petit ver rose. Lorsque la tortue a faim, elle reste parfaitement immobile sous l'eau. La seule chose qui bouge est cet appendice en forme de ver. Tout poisson qui nage pour l'observer de plus près devient rapidement son dîner. Cette tortue est aussi très douée pour retenir sa respiration. Elle peut rester sous l'eau pendant 50 minutes en attendant son repas. À titre de comparaison, la plupart des humains ne peuvent retenir leur souffle que pendant 1 à 2 minutes. Une autre langue étonnante, celle du manchot. Elle n'a pas de papilles gustatives, mais est couverte de poils kératinisés à la place. La kératine est la même substance qui compose nos ongles et nos cheveux. Ces protubérances hérissées pointent en arrière, vers la gorge, et un poisson malchanceux ne peut donc se déplacer que dans une seule direction, vers l'estomac du manchot. Mais l'une des langues les plus incroyables du monde animal appartient au caméléon. Contrairement au fourmilier, le caméléon ne peut manger qu'un seul insecte à la fois. Sa langue se termine par une boule de muscle collante. Il tire la langue et lorsqu'il touche sa proie, ce muscle change de forme. Il devient une ventouse, aidant à attraper l'insecte et à le ramener à sa bouche. Si tu as déjà essayé d'attraper une mouche, tu sais à quel point c'est difficile, car ces bestioles sont rapides. La langue du caméléon doit donc être encore plus rapide. Et elle peut théoriquement parcourir de 1440 mètres par seconde. Il est impossible qu'un insecte la voie arriver et ait le temps de s'échapper. Le caméléon a une autre capacité spéciale, il peut changer de couleur. On croyait autrefois que l'animal le faisait pour se cacher de ses ennemis, se fondant dans le décor et devenant ainsi presque invisible. Mais ce n'est pas vraiment la raison de cette capacité spéciale. En tant qu'animaux à sang-froid, les caméléons ne peuvent pas réguler leur température corporelle comme nous le faisons. Ils prennent une couleur plus foncée pour absorber la chaleur du soleil. Et ils deviennent plus clairs pour réfléchir cette chaleur afin de se rafraîchir. Ils utilisent aussi cette capacité pour communiquer avec d'autres caméléons. Une couleur peut indiquer à un rival de rester à l'écart. Une autre peut être utilisée pour attirer un partenaire. C'est un peu leur version des emojis. Mais lorsqu'il s'agit de changer de couleur, le caméléon ne fait pas le poids face à la sèche. Apparentés au calmar et à la pieuvre, ces mignonnes petites créatures océaniques peuvent changer la couleur et la texture de leur peau. Cela signifie qu'elles peuvent ressembler à presque tout ce qui se trouve dans leur environnement, d'un rocher quelconque au fond de l'océan à un morceau de végétation flottante. Ce sont vraiment les championnes du monde, du cache-cache. Cette capacité est très pratique lorsqu'elles essayent de se cacher des dauphins, des requins ou des phoques qui voient la sèche comme un délicieux casse-croûte. Un animal qui compte sur le camouflage 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 est le phasme. Cet insecte qui ressemble à une brindille pourvue de pattes t'est probablement familier.
Sa taille peut varier de 2 à 30 cm de long. Et pendant qu'il se cache sur un arbre, ressemblant à une autre petite branche, il peut manger tout ce qu'il veut. En tant qu'herbivore, il est très heureux de grignoter des feuilles, mais n'en attrape pas un par accident la prochaine fois que tu fais jouer ton chien à rattraper le bâton. À défaut de pouvoir se cacher, certains animaux font exactement le contraire. Au fil du temps, ils ont évolué pour se faire remarquer afin d'avertir les prédateurs d'un danger potentiel. Cela implique souvent des couleurs vives et des motifs, et ce comportement s'appelle l'aposématisme. Le papillon monarque en est un bon exemple. Lorsque tu en vois un, il est facile de s'émerveiller de sa belle couleur orange et du motif sur ses ailes. Mais avec une apparence aussi flashy, il est sûrement facile pour les prédateurs de le trouver. En fait, la couleur vive est un avertissement. Manger un papillon monarque peut être une très mauvaise idée. En raison de leur régime alimentaire, au stade larvaire, les monarques sont très toxiques. Tout animal qui en mangera un tombera très malade et ne se risquera plus à le faire. Les rayures blanches et noires de la moufette sont là pour la même raison. Elles permettent aux autres animaux de savoir que s'ils s'en prennent à elles, ils risquent d'avoir une mauvaise surprise. Les moufettes ont 2 glandes près de leur postérieur qui peuvent émettre un spray nocif appelé thiol. Il a une odeur d'œuf pourri. L'animal peut même ajuster son jet, ce qui en fait un mécanisme de défense puissant. Et il peut pulvériser 6 fois de suite. Après cela, il sera sans défense pendant 10 à 14 jours, le temps que ses glandes développent de nouveau ce merveilleux parfum, de l'eau depuis toi, en quelque sorte. Une fois que tu as été vaporisé, il est très difficile de l'enlever, même avec de l'eau. Alors si tu vois une moufette dans la nature, assure-toi de lui laisser beaucoup d'espace. Comme la moufette, le porc-épic nous donne 30 000 très bonnes raisons de le laisser tranquille. Il est en effet couvert de milliers de piquants acérés. Et à cause des près de 800 barbillons situés à l'extrémité de chacun d'eux, ces piquants sont difficiles à enlever si tu en as un coincé dans la peau. Heureusement, l'idée reçue selon laquelle les porcs-épics pourraient lancer leurs piquants est fausse. Il faut en toucher un pour qu'ils se détachent. Même sous l'eau, certains animaux ont des pouvoirs spéciaux pour se défendre. L'anguille électrique a une capacité étonnante, bien que tu aies probablement déjà deviné de quoi il s'agit. Elle possède des organes dans son corps qui peuvent libérer une puissante décharge électrique, allant jusqu'à 800 volts, ce qui est plus élevé que la tension d'une prise électrique. La créature s'en sert pour étourdir les petits animaux ou électrocuter ses ennemis. Elle peut aussi créer des impulsions électriques pour communiquer, envoyant une forme de code morse aux autres anguilles. Au lieu d'une charge électrique, le toxote ou poisson archer utilise sa salive pour capturer son repas. Si tu en vois un pour la première fois, tu penseras qu'il n'a rien de spécial. Il ressemble à n'importe quel autre poisson. Mais attends de voir son super pouvoir. Le poisson archer se nourrit d'insectes. Or, les insectes ne vivent pas tous dans l'eau. Il lui est donc difficile de se nourrir. Alors que fait ce petit bonhomme? En s'appuyant sur la conception spéciale de sa bouche et sur son excellente vue, il crache un puissant jet d'eau qui peut frapper un insecte sans méfiance. Il tombe ensuite dans l'eau et le poisson archer se précipite pour l'attraper. Le jet est si précis qu'il peut frapper un insecte jusqu'à 1,50 m de distance. Une créature dotée d'une capacité similaire, mais bien plus dégoûtante, est le lézard à cornes. Il peut inonder de sang la zone des sinus près de son œil. Puis lorsqu'il se sent menacé, il fait jaillir ce sang de son orbite jusqu'à 1 mètre de distance. C'est suffisant pour faire sursauter un ennemi, ce qui donne au lézard le temps de s'échapper. Il utilise aussi cette compétence spéciale pour enlever la saleté et la poussière qui s'infiltrent dans ses yeux. Et enfin, l'animal que tu ne rencontreras probablement jamais de ton vivant, même s'il vit partout sur la planète, est le tardigrade, aussi connu sous le nom d'ourson d'eau. Ce sont des animaux microscopiques à 8 pattes qui sont même allés dans le vide de l'espace et ont survécu. Ils sont à peu près indestructibles et ont été trouvés dans les profondeurs de la mer et dans le désert glacé de l'Antarctique. Pour survivre dans les conditions les plus difficiles, ils se transforment en boules déshydratées. Sous cette forme, ils sont connus pour survivre à des températures aussi basses que moins 200 degrés et aussi élevées que 150 degrés. Eh bien, ça en fait des pouvoirs épatants. Enfin, sauf pour celui qui pisse le sang par les yeux. Ça, c'est juste dégoûtant. Tu es en pleine randonnée dans la nature sauvage, à la recherche d'un endroit sûr où installer ton campement. Tu n'entends que les feuilles et les branches qui craquent sous tes pas. Des écureuils courent dans un arbre là-bas. Mais soudain, quelque chose d'inattendu se produit. Tu remarques quelque chose d'étrange au loin. Entre les arbres, on dirait une sorte de structure en béton. Bizarre. À ce moment, tu t'es déjà enfoncé d'une trentaine de kilomètres dans les bois, et il n'y a pas de ville ou de village à proximité. Du moins, pour autant que tu saches.
Tu décides donc de sortir des sentiers battus avec tes amis pour aller voir de plus près. Mais en vous approchant, vous réalisez qu'il n'y a rien d'autre ici. Qu'est-ce que ce machin fait là? Littéralement au milieu de nulle part. Et il ne semble même pas mener à quelque chose. Tu enfiles ta casquette de Sherlock Holmes et tu mènes l'enquête. Voyons, peut-être y avait-il une vieille maison ou un manoir ici qui s'est effondré au fil des ans et dont la seule chose qu'il reste est cet escalier. Mais bizarrement, après avoir fait le tour de cette étrange structure, tu réalises qu'il n'y a aucune trace de ruine, ni même de fondation. C'est comme si quelqu'un avait découpé un escalier de sa maison, comme dans un gâteau, et l'avait déposé ici, sans aucune raison. Ok. Tes amis et toi n'avez pas vraiment envie de vous rapprocher. Il y a un truc qui cloche. Plus tu regardes cette structure, plus tu crois sentir une présence effrayante. Quelque chose te dit que tu devrais probablement quitter la zone, et aussi vite que possible. Aussi bizarre que cela puisse paraître, ces découvertes d'escaliers incongrus trônant tout seuls dans les bois sont étonnamment courantes. Certains sont en bois, d'autres en briques ou en pierre. Certains ont l'air anciens alors que d'autres semblent avoir été terminés la veille. La seule chose qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils ne mènent absolument nulle part et qu'ils se trouvent tous dans des endroits bien mystérieux. L'un des plus célèbres se trouve à Chesterfield, dans le New Hampshire. Un long escalier d'allure médiévale fait de pierre avec des voûtes romanes au beau milieu des bois. On pense qu'il faisait partie du château de Madame Antoinette Chéry, une chanteuse parisienne des années folles. Ce château serait vieux de près d'un siècle et il a été redécouvert en 1962. Cette fois encore, il n'y avait rien d'autre qu'un escalier. Un autre ancien escalier mystérieux daterait d'il y a 9000 ans. Il se trouve dans une forêt en Italie. Il ressemble à une volée de marche qui mène à une minuscule plateforme au sommet. Pourquoi se donner la peine de le construire s'il ne mène nulle part? Eh bien, certains experts pensent qu'il pourrait s'agir d'une sorte de tour à la fonction rituelle, mais ce ne sont là que des suppositions. Il se trouve une anomalie géoïde dans l'océan Indien, tout simplement connue sous le nom de dépression de l'océan Indien. Elle produit la plus grande force gravitationnelle naturelle déformante au monde. Les dépôts de minéraux lourds, les nombreuses fosses en eau profonde et les réservoirs de magma présents perturbent le champ magnétique de cette zone. La gravité terrestre change dans différents endroits de la planète. Cela permet aux chercheurs d'étudier certains modèles et de comprendre ce qui se passe sous la surface. Des champs de gravité plus élevés signifient généralement que les matériaux sont plus denses en dessous et vice-versa. Certains scientifiques pensent que l'anomalie pourrait être une crevasse dans le manteau de la planète qui remonterait jusqu'à la croûte terrestre. L'île de Niihau semble se passer allègrement de tout progrès moderne. On n'y trouve aucune voiture car les habitants se déplacent à pied ou à vélo. Pas étonnant qu'ils aient l'air en forme. Ils vivent sans eau courante, sans internet et sans magasin. La seule école de toute l'île est alimentée par l'énergie solaire au moyen d'un générateur d'appoint. Et ce qui est génial, c'est que c'est la seule école de l'État qui soit alimentée par le soleil. Un habitant de l'île explique certaines règles de base que les résidents permanents doivent respecter. S'ils les enfreignent, ils peuvent être expulsés. Maintenant, non loin de Bangkok, dans le nord-est de la Thaïlande, se trouve une formation rocheuse vieille de 75 millions d'années. Ces roches ressemblent à 3 baleines qui nagent ensemble. Ce magnifique motif, créé par la nature, est aujourd'hui connu sous le nom de rocher des 3 baleines. Il y a des millions d'années, cette région n'était qu'un désert, mais la Terre était en train de changer. Petit à petit, le grès a été écarté par les mouvements des plaques tectoniques et l'érosion. C'est ainsi que ces formations spectaculaires ont été créées. Si tu décides d'explorer le parcours autour des 3 baleines, tu y trouveras des cascades ainsi qu'une faune et une flore abondantes. Situées sur les péninsules du Yamal et du Guidan, ces vastes fosses ont été découvertes en 2014. Elles semblent toujours en constante évolution. Les fosses tendent à s'élargir de sorte que les gens les repèrent de plus en plus souvent. Bien sûr, les théories sur la façon dont elles sont apparues ne manquent pas. Les hypothèses vont de l'impact de météorites à l'activité d'anciennes civilisations. Mais l'explication la plus répandue est que c'est le méthane qui a réagi aux molécules d'eau après que le permafrost de la planète ait commencé à fondre. Cela aurait entraîné l'éclatement de bulles de méthane à travers la glace. Ces cratères pourraient avoir des milliers d'années, mais personne n'en est certain.
Tu te rends dans l'état du Nouveau-Mexique, dans la petite ville de Taos. 2% des habitants y entendent tous les jours un étrange bourdonnement dans l'air. Certains pensent que ce son est lié d'une manière ou d'une autre aux technologies utilisées par les envoyés d'autres galaxies. Il existe aussi une légende selon laquelle quelque chose de sinistre se tapirait dans la ville. On murmure que Taos est maudite. Un mauvais esprit ou quelques fantômes puniraient les gens pour une faute commise par leurs ancêtres dans le passé. Les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer la nature de ce son. Une autre théorie avance qu'il serait causé par l'acoustique inhabituelle de l'endroit, tandis que d'autres pensent que ce bourdonnement n'est rien qu'une hallucination collective. Certains pourraient l'entendre pour la simple raison que tout le monde en parle, et nos esprits généreraient l'illusion d'un son qui n'existe pas vraiment. Ce son n'est pas non plus le même pour tout le monde. Pour certains, c'est une vibration grave, pour d'autres, c'est plutôt un bourdonnement. Mais ce n'est pas le seul endroit où tu puisses entendre ces bruits étranges. On l'appelle le hum et des gens du monde entier prétendent l'avoir entendu. Certains habitants d'un petit village d'Écosse le décrivent comme un bourdonnement grave et épais. Tandis que les habitants de Floride auraient également distingué un bruit similaire. On ne sait pas exactement quand ce phénomène est apparu, mais la première fois que la presse a commencé à en parler, c'était dans les années 1970 en Angleterre. De plus, il existe des traces écrites d'un bourdonnement mystérieux datant de près de 200 ans. Selon certaines estimations, seuls environ 2% des gens sur la planète peuvent entendre ce fameux hum. Peut-être que leurs oreilles captent des ondes de basse fréquence, ou peut-être que la raison est tout autre. Un volcan en Indonésie crache de la lave bleu vif et produit des flammes bleues et violettes électriques. Ce phénomène se produit parce que ce volcan a des niveaux de soufre parmi les plus élevés au monde. Il a donc aussi une odeur nauséabonde assez caractéristique. Mais je m'égare. Lorsque les gaz sulfureux interagissent avec l'air chaud et brûlant, ils sont enflammés par la lave en fusion et deviennent bleus. Tu peux aussi trouver le plus grand lac acide du monde à l'intérieur de ce cratère. Oui, cet endroit est une vraie plaie. Ce n'est pas non plus pour rien que les rivières et les lacs sous-marins sont appelés des bassins de saumure. La salinité élevée rend l'eau qui s'y trouve plus dense que l'eau de mer environnante. C'est pourquoi elle coule au fond, formant des rivières et des lacs. Ceux-ci ont même leurs propres vagues, et ces vagues peuvent parfois heurter les rivages. Si tu descendais dans un sous-marin, il flotterait facilement à la surface d'un bassin de saumure. Mais sans sous-marin, nager dans un tel environnement serait trop risqué. Il contient trop de méthane et de sulfure d'hydrogène toxique. Oui, je m'en passerais bien aussi, mais fais-toi plaisir, hein. La grotte des cristaux au Mexique abrite des formations cristallines parmi les plus uniques au monde. Grâce aux conditions extrêmement rares qui règnent dans la grotte, les cristaux y atteignent des tailles phénoménales. L'air est incroyablement humide et l'eau contient des tonnes de minéraux qui stimulent la croissance de ces géants d'un blanc laiteux. Certains d'entre eux sont plus longs que des poteaux téléphoniques. Les rouleaux de neige cylindriques se produisent lorsqu'une rafale de vent commence à faire rouler de la neige sur une pente enneigée, un peu comme pour faire une boule de neige. Mais si c'était une boule, elle finirait par devenir trop lourde pour que le vent puisse la déplacer. Sauf qu'ici, le centre du rouleau est creux. Cela se produit parce que sa couche intérieure est trop fine et est emportée par le vent à mesure que le rouleau se forme. Et ça rend l'objet plus léger qu'une boule de neige. C'est aussi pour cela qu'il roule plus loin. Malheureusement, les rouleaux de neige sont rares car ils ont besoin de conditions bien précises pour apparaître. La dépression de Danakil en Éthiopie est probablement l'un des endroits les plus bizarres que tu verras. Elle est constellée de sources chaudes aux couleurs de néon, de bassins de lave et de vastes étendues de sel. Tu dois être particulièrement prudent là-bas. Des gaz toxiques tourbillonnent au-dessus des phénomènes hydrothermaux. Et de nombreux bassins sont extrêmement acides. Alors ne va pas t'y baigner, attends au moins 30 minutes après le déjeuner. Non, je plaisante. Et enfin, il n'y a rien de mystérieux dans ces 28 000 canards en caoutchouc retrouvés dans les mers en 1992. Un bateau transportant des jouets pour le bain a perdu sa cargaison dans l'océan alors qu'il voyageait de Hong Kong vers les États-Unis. Certains de ces canards y flottent toujours plusieurs décennies plus tard. Ils ont été repérés en Amérique du Sud, en Alaska, à Hawaï et même en Australie. Et ils rendent toujours l'heure du bain aussi amusante. Oh, pouet-pouet les petits canards! En Russie, sur les rives de la mer Baltique, se trouve un parc national énigmatique.
La forêt dansante est un endroit qu'aucun scientifique n'a réussi à expliquer jusqu'à présent. Les pins y sont tous courbés et tordus en boucle et en spirale. Cette forêt n'existe que depuis le début des années 60, époque à laquelle les arbres ont été plantés afin de rendre plus stable le sable des dunes de cette zone. Selon une théorie, c'est le manque de stabilité des sols qui aurait provoqué la déformation des pins. D'autres théories mettent ces arbres tordus sur le compte de la puissance des vents ou encore de forces surnaturelles. Selon certains, des énergies positives et négatives convergeraient dans la forêt, provoquant ces formes étranges. Une légende locale dit qu'en passant dans le cercle d'un arbre, on ajoute une année à sa vie, ou que l'on peut faire un vœu. J'aime bien cette légende. Et puisqu'on parle d'arbres bizarres, il y en a un qui pousse dans la région du Piémont, en Italie. Si tu fais le voyage, tu verras un cerisier qui a grandi au sommet d'un mûrier. Et le plus étrange, c'est que les deux arbres sont en parfaite santé. Une tempête permanente fait rage au pôle nord de Saturne, et sa forme est très étrange. Elle est hexagonale. C'est probablement dû au gradient des vents. La longueur totale de cette configuration nuageuse est de 14 500 km, ce qui représente environ 1900 km de plus que le diamètre de la Terre. Cela fait des années que l'on observe cet hexagone, mais le plus mystérieux est qu'il change de couleur. Il était autrefois turquoise et il a récemment pris une teinte dorée. La raison de ce changement de couleur est que le pôle se trouve progressivement exposé à la lumière du soleil à mesure que les saisons changent. La pluie n'est pas une chose rare à Oakville, dans l'État de Washington, mais celle qui tomba un jour sous la forme de grumeaux de gelée est encore à ce jour sans explication précise. On assista à cette étrange pluie sur une zone d'environ 58 km². Ceux qui s'en approchèrent ressentirent plus tard des symptômes semblables à ceux de la grippe. Qu'étaient-ce donc ces grumeaux? Des scientifiques affirmèrent qu'ils contenaient des globules blancs humains. Des tests ultérieurs récusèrent cependant la présence de noyaux caractéristiques des leucocytes. Certains dirent ensuite qu'il pouvait s'agir de méduses évaporées ou peut-être même de déchets provenant d'un avion de ligne. Les pierres glissantes, également appelées pierres mouvantes, se déplacent toutes seules dans le parc national de la Vallée de la Mort en Californie, laissant de longues traces dans la terre et le sable sur leur passage. Diverses séquences en accéléré ont été réalisées afin de témoigner de l'étrange phénomène. Les scientifiques ont même installé des navigateurs GPS sur certaines pierres afin de démontrer leur vitesse considérable. Selon plusieurs chercheurs, ces déplacements seraient dus aux fines couches de glace qui se forment pendant la nuit dans la vallée et font glisser les pierres avant de fondre ensuite pendant la journée. Mais peut-être que quelqu'un écoute tout simplement les Rolling Stones dans le coin. Non, probablement pas. Le cratère de Batagaïka, en Sibérie, ressemble à l'entrée des enfers. Il fait environ 1 km de long et plus de 86 mètres de profondeur, mais il ne cesse de croître. Plus il s'approfondit, plus il expose ses couches souterraines. Ces strates nous révèlent à quoi ressemblait notre planète il y a des milliers d'années, et les dépressions nous renseignent sur les climats d'autrefois. Le cratère est apparu dans les années 60 à l'occasion d'une rapide déforestation. Les arbres ne jetaient plus d'ombre sur le sol et la chaleur a augmenté. La fonte du permafrost a ensuite entraîné la formation du cratère. Le bourdonnement de Taos, au Nouveau-Mexique, rend les habitants de cette ville complètement dingues depuis les années 1990. Ce bruit à basse fréquence prive les gens de sommeil et les épuise. Des scientifiques ont essayé de trouver la source de ce bourdonnement en vain jusqu'à présent. Divers bourdonnements ont également été entendus au Royaume-Uni, en Australie, au Canada et dans d'autres régions des États-Unis. Heureusement, seulement 2% de la population mondiale est capable de les entendre. On attribue leur cause aux appareils mécaniques, à différentes perturbations du système auditif et même à certains animaux. Le bourdonnement de West Seattle, par exemple, a été attribué à des poissons-crapauds. Le cercle de fées, aussi appelé rond de sorcière ou mycélium annulaire, est une mystérieuse formation circulaire de champignons qui apparaît dans les prairies et les zones forestières. Les raisons pour lesquelles ces champignons s'alignent de cette façon font l'objet de nombreux débats. Selon certaines superstitions, les fées, en dansant, brûleraient les sols, ce qui provoquerait une croissance rapide des champignons. On a découvert au Costa Rica un ensemble d'environ 300 sphères mégalithiques. Les habitants les appellent las bolas, ce qui signifie simplement les boules en français. Ces pierres sont presque parfaitement rondes. Certaines d'entre elles sont énormes, pesant jusqu'à 16 tonnes. Par ailleurs, elles sont faites de différents matériaux, de gabbro, de calcaire et de grès. Elles étaient jadis placées juste devant la demeure des chefs, mais leur origine nous est encore inconnue. Certains prétendent que ces pierres seraient originaires de l'Atlantide.
Ouais. Si tu vas voir le Mékong fin octobre, tu auras la chance d'apercevoir des boules lumineuses surgir de l'eau et s'élever dans les airs. Les habitants de la région appellent ces boules lumineuses « boules de feu des Nagas ». La taille des feux varie. Ces boules rougeâtres peuvent être aussi petites qu'une étincelle et aussi grandes qu'un ballon de basket. Il peut y avoir des dizaines, voire des milliers de boules chaque nuit. Les scientifiques ne disposent d'aucune explication précise concernant ce phénomène, mais il pourrait être dû aux gaz inflammables dégagés par les marécages. Certains habitants superstitieux pensent qu'elles sont dues à un serpent géant qui vit dans le fleuve. Au Minnesota, sur la rive nord du lac supérieur, se trouve un parc surtout connu pour abriter le Devil's Kettle, ou bouilloire du diable. Il s'agit d'une chute d'eau qui se sépare en deux. Une partie de la rivière continue, tandis que l'autre partie disparaît dans un trou du sol. Si tu jettes un objet dans la bouilloire du diable, il ne réapparaîtra pas. Les scientifiques ne savent toujours pas où va l'eau qui tombe dans le trou. La Devil's Kettle est considérée comme dangereuse parce qu'il est presque impossible d'en retracer le cours. Et oui, pas le meilleur endroit où faire du tubbing. Les grugnons sont des poissons connus pour leur étrange rituel d'accouplement. Les femelles sortent de l'eau et grimpent sur la rive. Elles enfoncent leur queue dans le sable pour y pondre des œufs. Après fécondation par les mâles, les œufs restent cachés dans le sable. La marée haute arrive et emporte à la mer les petits qui viennent d'éclore. Les scientifiques ne parviennent toujours pas à expliquer ce mode de reproduction. Les habitants de la campagne du centre de la Norvège, au-dessus de la vallée d'Esdalen, peuvent souvent voir des lumières flottantes blanches, jaunes et rouges traverser le ciel. Ces lumières apparaissent de jour comme de nuit et dans les années 80, elles furent même aperçues entre 15 et 20 fois en une seule semaine. Les lumières d'Esdalen peuvent durer quelques secondes et parfois plus d'une heure. Les lumières bougent, semblent flotter ou même se balancer. Certains scientifiques pensent que c'est de la poussière de fer ionisée qui est à l'origine de ces lumières. D'autres disent que le phénomène est dû à une combustion de sodium, d'oxygène et d'hydrogène. Mais la plupart des gens pensent qu'il s'agit tout simplement d'avions. Le parc de Yellowstone possède un célèbre lac bouillonnant, mais ce n'est pas le seul endroit au monde où l'eau est naturellement en ébullition. Au plus profond de l'Amazonie se trouve la rivière Chaney-Timpishka, longue de 6,5 km et chaude en permanence. Son nom signifie « bouillie par le soleil ». En fait, elle n'est pas vraiment bouillante, mais elle peut atteindre 91 degrés Celsius, suffisant pour cuire des pâtes. On essaie ? La température la plus basse y est d'environ 45 degrés Celsius. Ce phénomène est inexplicable étant donné qu'il faudrait que la rivière se trouve à proximité d'un volcan pour que l'eau atteigne de telles températures. Or, le volcan le plus proche se trouve à 640 km de distance. Autre possibilité, une faille souterraine. Dans l'ouest du Venezuela, les personnes qui vivent près du fleuve Catatumbo n'ont pas peur de la foudre, car ils la voient presque toutes les nuits. Cela commence vers 19h et ne s'arrête pas avant l'aube. La foudre éternelle du Catatumbo s'est arrêtée une fois pendant quelques mois, de janvier à mars 2010. C'était probablement dû à la sécheresse, ou peut-être qu'il n'y avait plus d'électricité. En 1991, un scientifique a suggéré que le phénomène se produisait en raison de la rencontre de courants d'air froid et chaud dans la région. Selon une autre théorie, la foudre pourrait être due à la présence d'uranium dans le substrat rocheux. En parlant d'éclairs, je dois filer. Salut! Tu sens un grondement venant d'en bas. Non, ce n'est pas ton ventre. C'est un son grave et inquiétant. Tu lèves les yeux et tu vois des lumières étranges suspendues au-dessus du sol. Elles ressemblent à des boules de lumière scintillantes qui planent haut dans le ciel. Ta gorge devient sèche et tu déglutis. C'est ce qu'on appelle des lumières de séisme. Ce phénomène est mal compris, mais des témoins affirment l'avoir observé sous différents aspects. Il peut se présenter sous la forme de boules lumineuses, d'éclairs en feuilles, de serpentins et d'une lueur constante dans le ciel. Peu après, un fort tremblement de terre se produit. Les scientifiques ne savent pas expliquer pourquoi ces lumières apparaissent. Et d'ailleurs, elles n'apparaissent pas toujours. Certains pensent que c'est une réaction des gaz souterrains libérés dans l'atmosphère. Maintenant, un tremblement de terre commence à se produire. Mais, heureusement pour toi, il n'est pas aussi fort que tu t'y attendais. Le sol tremble, mais tu arrives quand même à garder ton équilibre. Le tremblement s'arrête aussi brusquement qu'il a commencé et tu rentres chez toi à pied. Sur le chemin du retour, tu vois un éclair et entends comme un claquement de fouet. La foudre a frappé un arbre isolé près de l'endroit où tu étais. L'arbre a pris feu et une colonne de flammes s'élève vers le ciel. Toujours pas de pluie. Et la colonne monte de plus en plus haut. As-tu entendu parler d'un phénomène appelé tornade de feu ? Il se produit lorsque le vent est pris dans un cercle près du sol à cause de la différence de pression de l'air.
Ces mini-tornades sont généralement faciles à remarquer. De petits gravats, de la poussière, du sable et des feuilles s'élèvent dans les airs et commencent à voler en cercle rapide. Si une source de feu se trouve à proximité, l'entonnoir peut l'aspirer et l'attiser comme un soufflet. Les flammes s'enroulent, montent toujours plus haut et finissent par créer une tour flamboyante. Heureusement, les tornades de feu ont une durée de vie très courte et ne causent généralement pas beaucoup de dégâts. N'essaye pas de te cacher de la tempête sous cet arbre-là. Tu peux trouver cette plante inhabituelle en Floride et sur certaines parties du pourtour caribéen. Extérieurement, elle ne semble pas particulièrement spéciale. Un tronc gris, des feuilles vertes et des fruits semblables à de petites pommes. Ce qu'il faut retenir, c'est de ne jamais cueillir ces pommes et de ne jamais rester à côté de l'arbre, surtout s'il pleut. Voici le mancenillier, qui est considéré comme l'arbre le plus dangereux du monde. Son tronc, son écorce, ses branches et ses fruits contiennent un jus toxique. Une seule goutte de ce liquide corrosif peut endommager ta peau. L'arbre peut sécréter ce jus et si tu le touches accidentellement, tu risques de te brûler la main. Lorsqu'il pleut, des gouttes d'eau tombent sur l'arbre et se mélangent au poison. L'eau peut aussi rebondir sur l'écorce et se retrouver sur ta peau. C'est pourquoi tu ne dois pas non plus te tenir à proximité. Il n'y a presque aucun autre arbuste ni de champignons qui poussent aux alentours. Les animaux évitent ces arbres et les gens ne les coupent pas et ne cueillent pas ces fruits. On ne peut pas non plus faire de feu avec ces branches. Le bois qui brûle dégage une fumée toxique qui peut abîmer les yeux. Les locaux connaissent bien cet arbre, mais les touristes et les voyageurs peuvent se blesser accidentellement. C'est pourquoi la plupart des mancenilliers sont marqués à la peinture ou portent un panneau d'avertissement. Dans l'ouest du Venezuela, les habitants qui vivent près de la rivière Catatumbo n'ont sûrement pas peur des éclairs, car ils en voient presque tous les soirs. Ce phénomène commence vers 19h et continue jusqu'à l'aube. L'orage éternel de Catatumbo s'est arrêté une seule fois pendant quelques mois, de janvier à mars 2010. C'était probablement dû à la sécheresse, ou peut-être que la charge s'est épuisée. En 1991, un scientifique a suggéré que le phénomène se produisait à cause de la rencontre de courants d'air froid et d'air chaud dans la région. Selon une autre théorie, les éclairs pourraient être dus à la présence d'uranium dans la roche-mère. Tous les éclairs ne se produisent pas à l'intérieur des nuages. Il existe un phénomène rare appelé orage volcanique. La foudre se produit au-dessus d'un volcan, dont le plus célèbre se trouve au Japon. Il entre en éruption presque tous les jours et crache des nuages noirs très hauts dans les airs. Donc, nous avons des nuages de volcans super effrayants et des éclairs avec ça. Les éclairs ordinaires se produisent pendant un orage lorsque des cristaux de glace se heurtent les uns aux autres. Lors d'un orage volcanique, des cendres s'entrechoquent, créant de la friction et des étincelles qui illuminent le ciel. Dans l'endroit le plus chaud et l'un des plus secs de la Terre, le désert de Danakil en Afrique de l'Est, les températures dépassent souvent les 50 degrés Celsius. Ce paysage hors du commun compte de nombreux volcans et geysers actifs qui crachent des gaz toxiques comme le chlore et le soufre. Les eaux d'un vert éclatant, d'un bleu électrique et d'un jaune vif sont toutes des eaux de pluie et de mer réchauffées par le magma. Un faux pas ici peut être mortel. Le phénomène suivant s'est produit en juin 2009. Les habitants de certaines régions du Japon ont quitté leur maison après une forte averse, pour découvrir des poissons, des grenouilles et des têtards partout. Les champs, les routes, les pelouses et les toits étaient jonchés de ces créatures aquatiques. Un homme a été choqué de voir 13 carpes sur et autour de son camion. Apparemment, il s'est arrêté pour les compter. Personne ne sait avec certitude d'où venait cette étrange pluie. Mais la théorie la plus populaire affirme qu'une puissante trombe marine a ramassé toutes ces créatures. Elle les a ensuite transportées dans la haute atmosphère et a lâché les animaux sur la terre ferme et sur les populations sans méfiance qui se trouvaient en dessous. Et maintenant, bienvenue au lac Abraham au Canada. Il est complètement gelé. Tu marches sur la glace transparente et tu regardes ce qui se trouve en dessous. Pas de poissons, juste de mystérieuses bulles gelées. Elles ressemblent à de petits nuages figés dans la glace, ou à des méduses qui ont oublié d'emporter leur manteau d'hiver. Il y a des milliers de ces petites bulles qui sont en fait composées de méthane. Mais n'essaye pas de creuser un trou dans la glace pour les toucher. Le méthane est très inflammable. Il est créé par des bactéries qui mangent des feuilles, de l'herbe, des insectes ou toute autre substance organique qui se retrouve dans le lac. Lorsque le méthane touche l'eau glacée, il se transforme en dizaines de milliers de petites boules gelées. Lorsque la glace fond, elles éclatent et grésillent. On trouve des lacs similaires près de certains rivages de l'océan Arctique.
Là-bas, la taille des bulles peut atteindre plusieurs fois la taille d'une montgolfière. Magnifique, mais pas sans danger. Le phénomène suivant se produit en Indonésie, sur l'île de Java. Tu arrives devant un volcan majestueux, envahi par l'herbe et les arbres. Le volcan semble endormi, mais de la fumée s'en échappe. Tu montes au sommet, épuisé, fatigué, en sueur, tu es prêt à te rafraîchir. Bravo, tu as réussi à atteindre le sommet. Tu regardes dans la bouche du volcan. Pas de lave bouillante, juste un magnifique lac turquoise et lumineux. On dirait une oasis. C'est le moment idéal pour une baignade rafraîchissante. Tu cours et te prépares à sauter. Mais ce n'est pas de l'eau, c'est de l'acide. Des gaz sulfureux s'infiltrent dans le lac depuis le dessous du volcan. Le lac lui-même est plein de métaux. Lorsque les gaz les touchent, ils forment cette belle eau turquoise, ou plutôt ce bel acide. Il vaut mieux retourner au village le plus proche, se reposer et revenir le soir quand il fait plus frais. Dans l'obscurité, le lac semble briller. Juste au-dessus de lui, tu vois des petits nuages lumineux qui explosent. Des gaz sulfureux sortent du lac, se combinent à l'air et s'illuminent d'un bleu vif. Mais ne t'approche pas trop près. La mer prend une teinte rouge sinistre, et aucun être vivant ne peut y survivre. Ce doit être de la magie noire. En fait, ce sont de minuscules algues qui se répandent de façon incontrôlée et donnent à l'eau cette teinte spécifique appelée la marée rouge. Elles contiennent des toxines qui détruisent les mammifères marins, les oiseaux et les tortues, ainsi que les créatures qui s'en nourrissent. Pour les humains, le contact se solde par des problèmes respiratoires ou une intoxication. Parfois, d'énormes navires coulent en pleine mer sans raison apparente. En réalité, cela est souvent dû aux poches de bulles que les volcans sous-marins produisent même pendant qu'ils dorment. Ces usines à magma sont cachées sous 2600 mètres d'eau. Lorsqu'elles se réveillent, elles agissent comme des volcans terrestres et peuvent provoquer des tsunamis destructeurs. Cet arbre ressemble à une bouteille. Pas étonnant qu'on l'appelle l'arbre bouteille. Il pousse en Namibie et attire de nombreux touristes. Mais ne t'approche pas trop près de lui, car c'est l'un des plus dangereux sur Terre. Un jus laiteux coule à l'intérieur du tronc. Il est hautement toxique pour le corps humain. Mais le bon côté des choses, c'est que ces arbres ont de belles feuilles roses et blanches avec un cœur rouge. En Australie occidentale, il y a un arbre qui était autrefois utilisé comme prison. Une cellule pour les criminels a longtemps existé à l'intérieur de l'arbre-prison Boab. Les gens y étaient généralement gardés temporairement, juste pour une nuit. Après cela, ils étaient emmenés vers leur destination finale. La prison a été construite il y a plus de 1500 ans et a été parfaitement conservée jusqu'à aujourd'hui. Les touristes qui visitent cet endroit peuvent jeter un coup d'œil à l'intérieur.